Assiégé depuis 8 mois par les Anglais, Orléans et ses 20 000 habitants sont sur le point de se rendre. Tout ce qui reste du royaume va bientôt s'effondrer. Pendant ce siège, c'est que les Orléanais ont aussi été obligés de raser des quartiers autour de la ville pour empêcher que les Anglais se servent des bâtiments pour avancer au plus près des murailles. C'est alors que Jeanne d'Arc va trouver Charles VII et lui proposer son aide. Donnez-moi des soldats, je vaincrai les Anglais et les bouterai hors de France. Personne d'autre que moi ne pourra vous aider. Tu prétends être la pucelle qu'évoque la prophétie. Moi seul sais comment accomplir sa tâche. Moi seul connais la volonté de Dieu. Pour ce roi qui n'a plus rien à perdre, cette mystérieuse prophétesse semble bel et bien tomber du ciel. Après 20 jours d'interrogatoire pour mesurer sa sincérité et s'assurer qu'elle n'est pas envoyée par le malin, Jeanne revient à Chinon et reçoit une rapide formation au maniement des armes. Le roi lui fournit une épée ainsi qu'une armure et fait savoir à la France entière que Dieu lui envoie une messagère. Jeanne est adoubée avant de partir pour Orléans au sein d'une armée de 4000 hommes, menée par les plus grands chefs militaires du royaume. 12 000 hommes et chevaux écossais sont venus au secours de l'armée française pour combattre aux côtés de la pucelle. Des dizaines de frères dominicains et franciscains accompagnent également la troupe. Et voilà enfin. Enfin. Ouvrez les portes au côté sud. La nouvelle de cet envoyé de Dieu suscite un immense espoir chez les Orléanais. La troupe pénètre dans la cité le 29 avril au soir. Jeanne d'Arc est accueillie en triomphe. Elle s'installe dans la demeure à pans de bois de Jacques Boucher, le trésorier du duc d'Orléans, et prie chaque jour à Notre-Dame des Miracles pour puiser la force nécessaire à sa mission de libératrice. Les Anglais tiennent la bastide des Tourelles, qui bloque l'entrée principale de la cité. De plus, leurs troupes encerclent presque totalement Orléans. Dunois, le commandant en chef des opérations militaires autour de la ville, attend 5 jours avant de donner l'assaut, les Anglais ayant la situation bien en main. Ils ont installé des bastides, des fortins, donnant directement sur les murailles de la cité. Le bâtard d'Orléans passe enfin à l'offensive le 4 mai. Avec 1500 soldats, il monte à l'assaut de la bastide Saint-Loup, un puissant fortin anglais défendu par 500 hommes d'armes. Jeanne n'a pas été prévenue de cette attaque. Dès qu'elle l'apprend, elle fonce au premier rang de la bataille. Dans les jours qui suivent, les victoires s'enchaînent. 2 autres bastides tombent. Le 7 mai, les Français lancent l'attaque contre la forteresse la mieux défendue, le fort des Tourelles. Pendant cette bataille, Jeanne reçoit une flèche entre le cou et l'omoplate, enfoncée de 15 cm. Les Anglais sont convaincus qu'ils ont abattu la sorcière et que les Français vont se retirer. Mais la pucelle va reparaître le soir même. Les soldats, abasourdis, se replient en désordre et tombent dans l'eau. La ville est délivrée. Orléans peut retrouver son rythme habituel, après avoir célébré sa libératrice comme il se doit.
n'oubliera jamais Jeanne d'Arc, qu'elle honore chaque année depuis plus de 5 siècles. La construction de la bibliothèque de l'université reprend et s'achève en 1455. L'ensemble comprend alors une maison pour le libraire, une petite cour intérieure, 2 salles basses voûtées et une salle de réunion à l'étage. C'est dans ce lieu que se déroulent les examens des étudiants. La salle des thèses est le dernier vestige de l'université d'Orléans. C'est là où on venait présenter son grand oral de fin d'études devant l'ensemble des professeurs. Ça fait très impressionnant. La salle est impressionnante et puis vous aviez donc l'ensemble des professeurs qui étaient là avec un seul étudiant qui venait et qui faisait son grand oral final pour obtenir son diplôme. Au Xe et XIVe siècle, la ville est l'une des plus belles de France. De nouvelles formes architecturales émergent. Des églises sont édifiées dans les quartiers neufs, comme Saint-Paterne et Saint-Pierre-aux-Anclés. En 1509, Saint-Aignan est achevé par Louis XII et enrichi de plusieurs chapelles. Après la cathédrale, c'est la plus importante église d'Orléans. Sa haute tour domine la tour neuve et les remparts. La splendeur de l'époque éclate entre 1525 et 1550 dans les maisons qu'élèvent pour se loger les bourgeois de la ville et les hôtels édifiés par des particuliers. La maison de François Ier a été édifiée en 1538 rue de Recouvrance par Guillaume Toutain, valet de chambre du futur roi Henri II. Cette demeure a été baptisée Maison de François Ier car une légende veut qu'elle ait abrité les amours du roi et d'Anne de Pisseleu, duchesse d'Étampes. Une salamandre, emblème de François Ier, est ainsi sculptée sur un fronton triangulaire au-dessus d'une des portes de la cour. Mais bien que séduisante, cette histoire est mensongère. Elle fut inventée au XIXe siècle pour garantir la sauvegarde du bâtiment. L'hôtel Cabu, construit sur un plan analogue, date de la même époque. C'est aujourd'hui un musée historique et archéologique qui accueille une salle dédiée à Jeanne d'Arc. Au 32 de la rue Sainte-Catherine s'élève l'hôtel des Créneaux, qui fut le premier hôtel de ville d'Orléans. À partir de la Révolution française, il devint le siège du tribunal, puis en 1825, il abrita le musée des Beaux-Arts jusqu'en 1981. La façade, datée du XVIe siècle, est remarquable par son alternance de style gothique et Renaissance. Au numéro 34, rue de la Charpenterie, s'élève la maison de Totto, maison de marinier en pierre, de style Renaissance, datée de 1519. Au rez-de-chaussée, des symboles de la marine de Loire sont représentés, un cœur, une ancre marine et une étoile. Rue de la Poterne, cette maison à pans de bois a été construite par le marchand orléanais Jean d'Alibert. Datée de 1566, elle présente 2 types de pans de bois. Sur la façade nord, des treillages en forme de losange, et sur la façade ouest, une charpente à grille. La maison de la Coquille est l'une des plus anciennes bâtisses du centre-ville et l'un des exemples remarquables de l'architecture à Orléans. Construction sur 2 étages, avec au rez-de-chaussée, boutique et passage latéral. Cette maison doit son nom à la coquille, sculptée dans la façade au-dessus de la porte d'entrée. La présence de cet élément décoratif s'explique par le proche voisinage de la chapelle Saint-Jacques. Enfin, sur un plan encore plus grandiose, l'hôtel de ville sortit de terre. Jacques Rolot, bailli de la ville, fit élever cette maison en 1549. Le bâtiment se limitait alors à la partie centrale actuelle. Il se compose de briques rouges et noires. La partie supérieure de la façade est ornée de blasons. Sur l'aile gauche du bâtiment, un porc-épic sculpté symbolise Louis XII. Et sur l'aile droite, une salamandre avec des fleurs de lys et une couronne symbolise François Ier. En 1560, le roi de France François II s'y installe avec sa cour. Les salons contiennent plusieurs pièces remarquables, dont un coffre en bois offert par Louis XI et divers tableaux, dont l'un, œuvre de Dupuy, relate la mort du roi François II en ces lieux. La statue de Jeanne d'Arc qui orne son perron est l'œuvre de la princesse Marie d'Orléans.
Au début des années 1800, Orléans est le plus grand port fluvial d'Europe sur lequel on s'échange des marchandises venues du monde entier. Le port sert d'entrepôt général à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la vallée du Rhône et de centre d'approvisionnement de Paris. Le commerce avec Marseille est longtemps resté le plus actif. Les relations avec Nantes se développent à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle pour devenir prépondérantes grâce au commerce colonial avec les Antilles, source de profits importants. Grâce à ce port, des activités de négoce et de production se sont créées, principalement dans le textile, le raffinage du sucre et la vinaigrerie. L'activité de la marine de Loire atteint ainsi son apogée vers 1840, au point que le port d'Orléans frise l'asphyxie. En 1823, le premier navire à vapeur, le Nantais, remonte la Loire de Nantes à Orléans. À partir de 1829, une compagnie assure un service hebdomadaire entre ces deux villes. Malheureusement, la construction de ces bateaux laisse poindre quelques faiblesses. Fragiles, ils peuvent exploser au choc, ce qui se produit à Tours en 1837. On construit donc beaucoup plus solide, avec une coque de fer et un faible tirant d'eau. On désigne ces nouveaux navires sous le nom général d'inexplosibles. Leur constructeur, Vincent Gage, choisit ce nom pour rassurer les passagers, angoissés à l'idée de voyager sur un bateau fonctionnant grâce à une machine à feu. Ces navires peuvent atteindre une longueur de 38 mètres, une largeur de 3 mètres et peuvent embarquer jusqu'à 150 passagers. Amarré sur le quai du Châtelet, l'inexplosible numéro 22 est la réplique d'un bateau à vapeur et à roues à aubes latérales. Mais concurrencés par le chemin de fer, les inexplosibles ont une durée assez brève. La ligne de train Paris-Orléans est inaugurée le 2 mai 1843. Le succès est immédiat et 2 semaines plus tard, tous les services de voitures par route sont supprimés. En 1846, la ligne Orléans-Tours est mise en service. On construit le pont de Vierzon pour développer la ligne du centre, inaugurée le 19 juillet 1847 et permettant de rallier Bourges. En 1850, les inexplosibles ont déjà disparu. Aujourd'hui, Orléans célèbre une fois tous les 2 ans la beauté du fleuve royal et sa tradition batelière d'antan lors du Festival de Loire, organisé au mois de septembre par la mairie d'Orléans depuis 2003. Sur les quais, diverses animations et activités sont proposées autour de la vie et des métiers traditionnels de la patellerie. Des exposants proposent l'artisanat et la gastronomie de la région et des guinguettes assurent la restauration. Les bateaux offrent leurs visites et des balades fluviales. En soirée, des spectacles de rue animent les quais. La Seconde Guerre mondiale frappe la cité joannique de plein fouet. L'afflux de réfugiés en provenance du Nord et le départ de l'armée française le 14 juin poussent bon nombre d'Orléanais à quitter la ville. Ils ne sont plus que quelques milliers lorsque le premier raid aérien allemand survient dans la nuit du 14 au 15 juin. Les bombardements vont continuer la nuit suivante, touchant la rue Royale, le quartier de l'église Saint-Paul, le bas de la rue Bagné, l'ouest de la place du Martroi, la maison Jeanne d'Arc et les archives municipales de la rue Digné. Il ne subsiste que les façades de l'hôtel Cabu et de la chancellerie. Le 14 juin 1940, les Français commencent des travaux destinés à miner le pont Royal. Des explosifs sont mis en place sur 2 travées. À l'arrivée des Allemands, le 16 juin, les Français décident de faire sauter le pont pour bloquer leurs ennemis. Mais seul le dispositif de la 2e trachée fonctionne, perçant une brèche d'une 15aine de mètres. Malheureusement, les Allemands établissent un pont métallique provisoire pour pénétrer dans la ville. 10 jours plus tard, le 25 juin, l'armistice est signé. L'occupation commence. Les nazis font de la gare des Aubrais-Orléans une gare centrale pour leur logistique ferroviaire. La commandante Tours est située aux 8 rue de la République.
et l'état-major est logé dans un des immeubles de la rue de la Bretonnerie, tandis que le bâtiment de la Rotonde accueille le foyer des soldats. Jusqu'en 1943, les forces allemandes cantonnées à Orléans sont essentiellement administratives. Il faut attendre 1944 pour voir arriver des forces répressives mobiles. Les Alliés progressent et les bombardements sur la ville recommencent en mai 1944. Cette fois-ci, la population n'a pas fui et les victimes seront plus nombreuses, les Orléanais ne respectant pas toujours les alertes. Le 11 mai 1944, un avion en perdition lâche ses bombes sur le quartier des Carmes. Dans la nuit du 20 au 21 mai, 4000 hectares sont dévastés entre la gare des Aubrais et le faubourg Bagné, faisant plus de 150 victimes. La nuit suivante, des bombes isolées iront frapper la Commandant Tour, ainsi que les 2 tours de la cathédrale. Le 16 août 1944, Orléans est libéré, mais le pont royal a été miné par les Allemands. Le pont saute le soir même. La ville est l'une des premières reconstruites après la guerre. Le plan de reconstruction et d'aménagement de Jean Quérissel et Jean Royer est adopté dès 1943 et les travaux commencent dès le début de l'année 1945.